bienvenue à la cette première conférence du Salon du Livre francophone sur l'importance de la traduction dans la diffusion de la littérature au Vietnam. Et je vous laisse en compagnie de Nguyen et de ses intervenants qu'elle va présenter. Bonjour à tous. Il y a quelques années, il y a un critique littéraire vietnamien, lors d'un colloque, a dit que si un livre traduit connaît des succès, on attribue tout à l'auteur. Mais si le livre ne semble pas convenir au lecteur, on critique tous le traducteur. Merci. Alors, souvent on me dit que les traducteurs sont des gens qui travaillent dans l'ombre. Ils sont mal connus et sont mal reconnus. Aujourd'hui, lors de cette table ronde, nous allons évoquer leur rôle, leur place dans la littérature et dans la diffusion de la littérature. C'est un sujet d'actualité parce que vous savez qu'aujourd'hui, si on se fie à des chiffres fournis par les éditeurs, entre 50 et 80% des livres commercialisés au Vietnam sont des livres traduits. Voilà, c'est beaucoup. Mais le Vietnam ne fait pas une exception. Aux Pays-Bas, par exemple, 70% de leur littérature, ça vient des livres traduits. Voilà, c'est juste un chiffre pour une comparaison. Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais vous présenter les intervenants qui ont accepté de venir discuter avec nous. J'avoue que c'est un exercice un peu exceptionnel pour nous tous, parce que nous sommes vietnamiens et ce sera un débat en français, mais c'est aussi un plaisir et je pense que c'est la magie de la langue, parce qu'on va tous comprendre dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, mais qui est chère pour nous. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Madame Chen Lê Bảo Trân. Votre bio, c'est très, très bref. Vous avez envoyé un mini bio pour nous. Vous êtes responsable de la formation francophone, traduction et interprétation à l'Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville. Vous y enseignez la traduction et la littérature française, et cela depuis 2007. Vous êtes aussi traductrice professionnelle. Monsieur Nguyễn Tấn Đại, ici, sur sa page, il y a sa page personnelle. Monsieur Nguyễn Tấn Đại se définit comme traducteur amateur. Traducteur amateur, et pourtant il a pris un risque de retraduire Le Petit Prince. On verra tout à l'heure son aventure avec Le Petit Prince. Vous êtes aujourd'hui chercheur et consultant indépendant pour l'éducation du Vietnam, et vous travaillez pour l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Oui. Monsieur Phạm Duy Thiện, alors, lors de nos conversations avant de venir ici, j'ai pu échanger pas mal avec Madame Chen, Monsieur Da et Monsieur Thiện, et j'étais très sidérée par le parcours de Monsieur Thiện, parce qu'il est chercheur et il n'était pas amené à devenir un traducteur, et pourtant aujourd'hui vous êtes traducteur professionnel aussi, et vous avez traduit beaucoup d'œuvres qui n'est pas seulement de fiction, mais aussi de non-fiction. Voilà. Je présente brièvement nos intervenants, mais pendant notre conversation, ils vont aussi vous parler plus d'eux et de leur travail. Je voudrais poser à vous tous
une seule question, c'est comment est-on devenu traducteur? Vous définissez votre travail comme vous êtes traducteur professionnel, traductrice professionnelle, mais est-ce que c'est un métier pour vous? C'est une carrière ou c'est un passe-temps qui aide à gagner un peu plus d'argent? Merci Bảo de me laisser la parole. Merci. Comme Jihun a présenté, je suis traducteur amateur. Donc, bien sûr, la traduction n'est pas mon métier. Pour moi, la traduction, c'est plutôt un plaisir. Un plaisir. Et ma presque unique traduction, Le Petit Prince, ça a été décidé très rapidement. Le jour où j'ai acheté Le Petit Prince, c'est marqué encore la date ici, le 4 octobre 2000. Je l'ai acheté au Mans, en France, quand j'ai fait mes études là-bas. Après une soirée, j'ai fini le livre. Et le lendemain, j'ai écrit dans mon petit journal que voilà, je vais traduire. Parce que j'ai trouvé une forme de, je ne sais pas, de concordance, une forme de partage de tous les messages que j'ai pu ressentir, j'ai pu trouver dans l'œuvre. Et voilà, c'était né comme ça. Voilà. Oui. Alors, vous avez dit Le Petit Prince, il y a beaucoup de concordance pour vous, il y a beaucoup de... Quand on lit Le Petit Prince, ça évoque quelque chose en nous tous ici. Mais vous, Madame Chen, vous avez choisi des auteurs moins connus. Donc, alors, comment est-on devenu traducteur? Je pense que c'est une question assez intéressante et pertinente même parce que les traducteurs, traductrices, qu'ils soient professionnels ou amateurs, nous savons tous, on n'est pas né traducteur, on est devenu. Alors, être bilingue, c'est une chose, mais être traducteur, c'est autre chose, c'est quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise la langue étrangère, ce n'est pas parce qu'on connaît bien une langue qu'on peut bien traduire un texte. Donc, alors, comment je suis devenue traductrice? J'ai toujours le français comme ma deuxième langue, après le vietnamien. J'ai commencé à apprendre le français à partir du 6e. Donc, alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai à peu près 30 années d'apprentissage, de travail avec cette langue. Alors, je suis arrivée à la traduction, en fait, par mon amour de la littérature, mon amour envers la littérature française, mon amour envers la langue française. Mais pour devenir traductrice, alors j'ai passé beaucoup d'années d'apprentissage au lycée, à l'université. Ma formation initiale était une formation littéraire, donc, et un jour j'ai réfléchi et je me suis dit que ce serait bien que je puisse traduire quelques œuvres de la littérature française. Mais à l'époque, je n'étais pas encore, je n'étais pas encore à la hauteur pour pouvoir transférer de la langue française à la langue vietnamienne les textes littéraires. Donc, j'ai commencé par être interprète de liaison, j'ai commencé par traduire des documents techniques, de tout type de documents.
Et avant vraiment de traduire la littérature, j'ai commencé en acceptant de traduire sous le nom d'un traducteur professionnel. Et j'ai commencé avec la bande dessinée. Donc je me suis, je me suis entraînée comme ça pendant quelques années et au bout d'un moment, quand un jour je me suis sentie prête, donc j'ai contacté, je me suis postulée à une maison d'édition pour demander d'être traductrice. Voilà comment je suis devenue traductrice. Juste avant de passer à M. Quel était votre premier livre? Alors, le premier livre que j'ai traduit... Première traduction signée avec votre nom. Oui, alors, donc c'est un roman de Jules Verne. Et c'est un roman assez particulier parce que Jules Verne, on connaît comme un écrivain de la science-fiction. Et or, on m'a proposé de traduire et après je l'ai accepté de suite parce que c'est Jules Verne et parce que c'est un roman singulier parmi ses œuvres. L'Étoile du Sud. Donc c'est un roman d'aventure, un roman qui raconte un séjour, un voyage en Afrique et qui raconte comment on a découvert le plus gros diamant du monde. Voilà, et c'était pour moi un très grand plaisir de traduire ce livre, et d'autant plus que c'est mon premier ouvrage traduit. Donc voilà. Je passe à... Bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, permettez-moi de garder mes masques. Alors, je vais peut-être commencer par une petite rectification, parce que je ne prétends pas, pour l'instant en tout cas, être un traducteur professionnel. Je dirais semi-professionnel, parce que j'ai à peine commencé, hein, contrairement à ma collègue. Alors, c'était un pur hasard pour moi. Un jour, une amie que j'avais rencontrée en France m'a contacté et m'a demandé est-ce que voilà, tu veux traduire nous, on a ce roman et on cherche un traducteur, et est-ce que ça te dit de traduire ce roman? C'était Les Chants d'honneur de l'auteur dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Voilà, merci Thierry. Tout à fait. Alors, bien sûr, à ce moment-là, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'est vrai que j'avais été formé à la traduction et à l'interprétation. J'avais suivi une formation après mes études universitaires pendant 1 an. Mais traduire un roman aussi prestigieux, puisque c'était un roman qui avait obtenu le prix Goncourt, donc ça m'a fait un petit peu. Et puis j'ai consulté, j'ai demandé l'avis de ma collègue, et elle m'a encouragé à m'engager dans cette traduction, et elle m'a un peu aidé quand même. Et voilà, donc j'ai accepté, et puis après ce roman, un autre roman, et puis ainsi de suite, jusqu'à maintenant, j'en ai traduit 5. Voilà. Je ne sais pas, mais peut-être... ça a été une pure coïncidence, et c'est pour moi un grand honneur d'avoir traduit des œuvres comme ça, mais ça a été difficile aussi. Donc, pour moi, c'est plutôt le métier qui m'a choisi
contrairement au métier de professeur que j'ai voulu exercer depuis tout petit. Voilà, merci. Le Petit Prince pour Monsieur Dai. Alors, Madame Chen est très modeste, mais je vais citer quelques livres qu'elle a traduits. Le Mémoire de fille de Annie Arnaud, Musée Khading, dans le bulletin des vieux amis de Hué, Sarah Comte Sarah de Pauline de la Breuil, La nuit de Elie Wiesel, et 2 livres de Philippe Besson, Arrête avec des mensonges et Les passants de Lisbonne. Je ne vais pas tout réciter. Monsieur Thien, on vient de dire, vous avez choisi des romans primés, des traductions pas évidentes pour quelqu'un qui dit semi-professionnel. Et donc, il y a Linda Lê. Linda Lê, c'est, si vous connaissez, c'est un auteur française d'origine vietnamienne. Elle a un style qui varie. C'est très bénéfique pour des lecteurs et des lectrices, mais c'est un travail périlleux pour les traducteurs. Je voudrais revenir maintenant à une question. Est-ce qu'il existe un métier de traducteur au Vietnam? Est-ce qu'on peut dresser un profil d'un traducteur type au Vietnam? Cette question, ce serait plutôt pour Madame Chen ou Monsieur Thien, s'il vous plaît. Oui, je peux dire que oui, il existe un profil type du métier traducteur littéraire au Vietnam. Mais en fait, ce n'est pas très différent par rapport au profil type traducteur littéraire en France ou en Europe, à ma connaissance. Parce qu'en fait, ceux qui traduisent la littérature, ils sont plus dans la recherche. Parce que pour pouvoir traduire les œuvres littéraires, les livres littéraires, il faut vraiment avoir du sens de la recherche. Il faut avoir la sensibilité littéraire. Il faut avoir, cette posture de bilingue, mais qui n'est pas 100% bilingue, mais qui est entre 2 mondes différents. Donc, les traducteurs, traductrices littéraires sont souvent, quand vous les rencontrez en France, quand vous les rencontrez en Europe et même au Vietnam maintenant, ils sont plutôt des gens qui travaillent intellectuellement, qui ont un niveau d'études très poussé déjà. Ils ont des niveaux de doctorat, ils sont chercheurs, ils sont enseignantes, professeurs, ils sont universitaires. Elles, je dis. Donc, voilà. Par exemple, ici, nous sommes à Hanoï, nos collègues traducteurs, traductrices à Hanoï, ils sont aussi universitaires comme nous. Ils enseignent à l'université la langue française, ils sont chercheurs. Et voilà, ils traduisent professionnellement. Ou alors, si on voit des générations plus anciennes, plus avant nous, des grands traducteurs et célèbres vietnamiens sont aussi des chercheurs. Hein? Alors, Nguyen Ngọc, vous connaissez peut-être aussi. Alors, il est un chercheur en sociologie, en culture vietnamienne. Il a été professeur à l'université aussi, ou alors d'autres que ou sinon, il y a un premier traducteur de l'histoire, un premier traducteur vietnamien, traducteur professionnel, avec son nom imprimé. Alors, je pense que nous connaissons tous, c'est Nguyễn Văn Vĩnh. Nguyễn Văn Vĩnh, c'est le premier Vietnamien qui a traduit le roman Kiều du vietnamien, du Nôm
en français. Avant, c'était des Français de l'époque coloniale qui ont traduit Kieu. Mais Nguyen Van Vinh, c'est le premier traducteur vietnamien qui a traduit en langue française. Voilà. Donc, et Nguyen Van Vinh, il est à la fois journaliste, chercheur, enseignante. Voilà. Vous allez dire que le thème de cette table ronde, c'est le rôle des traducteurs dans la diffusion de la littérature. Mais jusque-là, on parle beaucoup de profil des traducteurs. Pour moi, personnellement, c'est parce qu'avant de pouvoir faire quelque chose pour les autres, est-ce qu'on est en bonne santé, on est bien? Donc, c'est pour ça mes questions. Je voudrais poser une question justement à Monsieur Thien. C'est pour traduire un livre du français en vietnamien. Madame Chen a dit qu'il faut être bilingue, il y a la formation, il y a l'amour, la passion. Est-ce qu'il faut aussi être un très très bon niveau vietnamien? Et comment? Parce que c'est notre langue maternelle. Bien sûr, la réponse est oui. On ne peut pas traduire d'une langue à une autre. Les écoles vietnamiennes de manière officielle, et c'était avec ma traduction et pas les autres. Et on va dire pourquoi. Voilà. C'est une longue histoire difficile avec pas mal d'obstacles, mais j'imagine que pour vous deux, Madame Chen et Monsieur Thien, traduire Philippe Besson, Jules Verne, Linda Lay ou Jean Telet, ce n'est pas un jour vous décidez j'aime bien ces auteurs, prenez mon manuscrit. Vous avez pas. Comment vous avez travaillé avec les éditeurs? J'ajoute à cette question, c'est que on a parlé tout à l'heure de 50 à 80% de livres commercialisés au Vietnam, ce sont des livres traduits, mais la plupart de ces livres sont des livres sur le développement personnel, sur comment on peut s'enrichir. Trump, par exemple, Donald Trump a été très traduit et il y a des best-sellers au Vietnam. Il y a aussi des livres sur les religions. La littérature la traduction littéraire ne fait qu'une petite partie de cette immense littéraire traduite. Alors, vous travaillez comment et comment vous débrouillez En effet, cette question relève du sujet le rôle des traducteurs dans la diffusion de la littérature étrangère au Vietnam. Et en fait, moi personnellement, alors le cas de Dai est très intéressant. Comment une traduction a pu être acceptée et publiée officiellement. Alors pour mon cas, c'est plus, en fait, peut-être parce que j'ai plus d'années de travail dans la traduction, donc c'est plutôt plus varié. Alors, à la fois, je propose moi-même des livres à traduire. Après, c'est à la maison d'édition qui accepte ou non. Et en même temps, c'est la maison d'édition qui me propose des traductions. Mais pour moi, je n'accepte de traduire seulement des livres que j'aime. Enfin, des livres qui me parlent. Et donc, par exemple, là, alors, ça raconte Sarah, c'était moi qui a proposé à l'éditeur. Donc, en fait, c'est un premier roman d'une jeune auteure français
française, mais qui a connu un grand succès à la publication, à la sortie. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai lu le livre, j'ai assisté à l'époque, j'étais en France pour mes études. Et donc, j'ai assisté à plusieurs rencontres littéraires avec l'auteur. Et donc, je trouve que ce texte est bon, c'est un très bon texte. C'est l'écriture elle est très bien. Par exemple, Annie Ernaux. Alors, je peux dire que Annie Ernaux, c'est une auteure pour qui je combats depuis plusieurs années pour qu'elle soit traduite au Vietnam. Traduire Annie Ernaux n'est pas simple du tout. Alors, et donc, depuis, c'était à partir de 2013, j'ai commencé à parler à mon éditeur, Annie Ernaux. Et en fait, je dis que vraiment, si vous faites traduire Guillaume Musso, Marc Lévy, David Fokenos, et que vous ne faites pas traduire Annie Ernaux, c'est quand même dommage, parce qu'il faut quand même, il y a plusieurs types de littérature française à faire connaître au public vietnamien. Mais la question qui s'est posée à l'époque, c'est que pour l'éditeur, ce n'est pas les livres d'Annie Ernaux ne sont pas sur le plan commercial et marketing ne rapportent pas. Et donc, ça ne rentre pas dans leur projet, bon, etc. etc. En revanche, il y a des livres comme les éditeurs me proposent, par exemple le livre de Philippe Besson, le livre de Pierre Bayard. Alors pourquoi j'ai accepté de traduire ces livres? Parce que en fait, le livre de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, c'était un best-seller à la sortie. Il a été traduit en 32 langues dans le monde et donc c'est très connu. Alors ça, c'était un phénomène français à l'international. Philippe Besson, pourquoi j'ai accepté de traduire Philippe Besson? Je l'ai traduit à l'époque où il n'était pas, où Emmanuel Macron n'est pas devenu président. Donc, je l'ai pris comme ça, comme un auteur. J'ai lu, l'éditeur m'a proposé, j'ai lu le texte et c'est un beau texte. Et en plus, c'est un roman, c'est un récit sur l'homosexualité. Donc, moi, en fait, je suis très engagée. Donc, j'ai une priorité pour la traduction du féminisme et pour l'égalité des genres. Voilà. Alors, quant à moi, j'estime ne pas avoir eu le même courage que Dai, parce que voilà, cela veut dire que bon, je ne suis pas allé à l'encontre d'un éditeur pour lui proposer ma traduction. Jusqu'à maintenant, c'est toujours l'éditeur qui m'a contacté et m'a proposé, voilà. Alors, et je pense ne pas être non plus trop difficile dans le choix. Jusqu'à maintenant, presque toutes les propositions de l'éditeur, de mes éditeurs, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec l'éditeur Tao Dang et l'éditeur Nhanam. Voilà. Donc j'ai accepté leurs propositions. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de traduire que des œuvres primées. Mais parmi les œuvres, celles que j'ai traduites, je pense que le magasin de suicide, c'est celui que j'ai accepté sans hésitation, parce que quand j'étais en France, j'avais regardé le film d'animation, donc je connaissais cette œuvre, ce roman, et
Voilà, et je connaissais le contenu, et je l'ai accepté presque tout de suite. Et voilà. Et pour les autres œuvres, c'est toujours l'éditeur qui me les propose. Oui, bien sûr. En fait, à nous écouter, nous trois, le choix de traduire tel livre ou tel livre, c'est de nous trois. Et les choix sont très différents. Mais ce qui nous unit, c'est en fait, c'est la conviction. Du moment où on a la conviction envers un texte, on est prêt à accepter de traduire. Quel que soit le livre, que ce soit c'est proposé par l'éditeur ou que c'est le traducteur qui choisit lui-même. Voilà. Vous m'avez aidé de bien enchaîner parce que vous avez des profils très différents, votre choix est différent, votre engagement aussi dans ce métier, si on peut le dire, c'est très différent. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Chen, vous avez parlé de combat. Il y a, disons, le métier existe, on a besoin de vous, on a besoin des livres traduits, mais on a aussi besoin d'un cadre, je dirais, social, légal, etc. Est-ce que ce cadre existe au Vietnam et est-ce que vous êtes aidé dans votre travail de traductrice et de traducteur? C'est une question à vous trois. Bon, alors, c'est très complexe. Quand on parle d'un cadre institutionnel ou bien d'un cadre juridique pour ce métier de traducteur au Vietnam. Parce qu'en fait, nous, en tant que traducteurs, traductrices, quand on travaille avec les maisons d'édition, on travaille avec des contrats. Oui, il existe des contrats de traduction. Donc, en quelque sorte, on est protégé. On est protégé en tant que travailleur. Protégé financièrement? Oui, protégé. En fait, je veux dire, pas financièrement, parce que quand vous regardez les rémunérations pour les livres que nous traduisons, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment ridicule. Parce que moi, alors, un jour, c'est pour ce livre. Ce livre, vous voyez, c'est un beau livre. Et en fait, ce livre est traduit d'un volume dans une série de bulletins de recherche très anciens qui datent de l'époque de la colonisation. Et j'ai traduit ce livre, le beau livre, et épais comme ça. Et puis, quand à la publication, j'ai offert à mes parents un exemplaire et ma mère, elle m'a dit: oh là là, il est beau le livre, tu dois bien gagner avec ce projet. Et quand je lui dis la rémunération que j'ai reçue pour ce livre, elle dit: mais tu rigoles? Je dis: non, c'est la vérité. Je lui présente le contrat que j'ai signé, voilà. Bon, alors, on n'est pas financièrement sur ce plan-là, je pense qu'on n'aborde pas parce que, bon, non, c'est pas intéressant. On est protégé juridiquement, c'est-à-dire qu'on signe des contrats officiels avec des maisons d'édition. Dans le contrat, on est rémunéré avec un plage officiel qui est très commun entre différentes maisons d'édition. Et puis, on est protégé aussi parce que c'est un travail rémunéré et officiel, parce que on est prélevé des impôts. Voilà, donc ça, on est protégé. En même temps,
sur le plan national, on n'est pas protégé parce que, en fait, au Vietnam, aujourd'hui, la rémunération dans le monde de la traduction n'est pas encore législative, non, n'est pas encore à la hauteur d'autres pays en Asie. Je ne parle pas encore des pays européens. Et en plus, sur le plan national, au ministère du Travail, les traducteurs, les interprètes ne sont pas répertoriés dans le registre des métiers nationaux. Donc, et en fait, pourquoi ce phénomène il existe en réalité le métier, il existe des professionnels qui le pratiquent. Mais il n'existe pas une reconnaissance légale, enfin institutionnelle. Il n'y a pas une association. Non, non. Alors, voilà. C'est le point central. Nous avons l'association des écrivains, nous avons l'association des journalistes, nous avons même l'association des agriculteurs, nous avons l'association des importateurs, des exportateurs, mais nous n'avons pas une association professionnelle pour les traducteurs et les interprètes. Voilà. Donc, vous voyez, on est protégé, mais en même temps, on n'est pas protégé parce que ce n'est pas officiel comme métier. En fait, au Vietnam, la représentation de la traduction au Vietnam, c'est que du moment qu'on connaît la langue étrangère, du moment qu'on parle une langue étrangère, on peut à tout moment être traducteur. On n'a pas besoin de... Voilà, c'est la raison, d'après moi. Tu veux ajouter ? Je voudrais, avant de poser d'autres questions à nos trois intervenants, de laisser un peu de temps d'échange avec le public. J'ai vu tout à l'heure que vous avez dit ciao thầy, ciao cô. Donc certains d'entre vous sont des étudiants dans les écoles où enseignaient Madame Chen et Monsieur Thiện. Est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Malheureusement, je suis venue un peu tard, donc je n'ai pas tout écouté. Par contre, je me permets de poser cette question. J'espère que ce n'est pas déjà posé. C'est tout à l'heure, j'aimerais savoir, en tant que traducteur, traductrice, vous avez dit que la perception du traducteur. Et j'aimerais savoir, quand vous parlez de la perception du traducteur, est-ce que c'est compatible ou non compatible avec la perception de l'auteur? C'est la première question. La deuxième question, c'est que la place des lecteurs dans le choix de votre œuvre, est-ce que c'est parce que c'est la tendance, le vogue maintenant, de se tourner sur certains courants littéraires qui a le choix, ou c'est parce que vous pensez c'est intéressant de faire découvrir ces œuvres-là auprès des lecteurs? La troisième question, si je me peux la permettre, si je me dis, j'aime vraiment là, tout à l'heure, monsieur, vous avez dit, c'est que pour bien traduire, il faut maîtriser la langue maternelle. C'est vraiment très très intéressant parce que c'est vrai que je pense surtout la langue vietnamienne, même si notre langue est monologue, mais c'est très 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 riche. Et que c'est vrai que pour vraiment transmettre au lecteur les sensations, le sentiment de l'auteur, c'est vrai qu'il faut bien trouver le bon mot. Donc ma question, c'est justement sur ces
terme as-tu utilisé, terme vietnamien as-tu utilisé pour refléter exactement l'idée, la pensée de l'auteur? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes bloqué? Voilà, merci. Merci Madame pour vos 3 questions qui sont très intéressantes et je me permets de vous répondre à la fois à toutes ces 3 questions-là avec mon histoire avec Le Petit Prince. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année en 2020, il y avait le conseil de sélection pour les manuels scolaires. Voilà, le Conseil national pour validation des manuels scolaires. Et la Maison d'édition de l'éducation au Vietnam, avec le manuel scolaire littérature 6e, dans la collection Kết nối tri thức với cuộc sống, voilà, qui a proposé Le Petit Prince avec ma traduction pour la classe de 6e, les élèves première au secondaire et la première leçon. Parmi les 2 premières leçons au 6e, sur l'amitié. Voilà. Ils ont choisi Le Petit Prince, le chapitre 21e chapitre, la rencontre entre Le Petit Prince avec le renard. Et on a choisi ma traduction. Et le jury du conseil a posé la question au groupe d'auteurs du manuel scolaire. Est-ce que Le Petit Prince est trop difficile pour les élèves de 6e? Voilà. Et les auteurs ont dit que oui, c'est difficile si on rencontre. Je raconte pour grosso modo l'idée, c'est que c'est difficile parce que des traductions. Parce que, d'après la connaissance, Le Petit Prince est enseigné dans beaucoup de pays, en France, en Europe, au Canada, etc., pour les élèves de primaire. Et si cette œuvre est difficile, ce n'est pas parce que c'est à cause de l'œuvre, mais à cause de la tradition. Et ce qui a rendu, ce qui a créé une forme de perception difficile du Petit Prince, c'est parce que, voilà, parmi de nombreuses traditions en vietnamien là, peut-être on a fait perdre les messages les plus simples de l'œuvre originale. Et c'est pour cette raison-là que les auteurs qui ont réussi à convaincre le conseil que ma traduction, qui a permis à bien transmettre ces messages-là aux lecteurs enfants. Voilà. Donc, la perception du traducteur avec les messages, les idées originales de l'auteur, c'est très important. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que moi, quand j'ai traduit Le Petit Prince, j'ai essayé comment dire, d'exprimer le plus ce que j'ai ressenti comme un lecteur, comme style de l'auteur dans la traduction. Donc, dans la traduction, c'est pas moi, c'est pas M. Dai. Si je pensais que voilà, si un lecteur français, adulte ou enfant, qui lit ce livre-là et qui reçoit ce message-là en tant que français, voilà, dans toute leur culture, dans toute leur connaissance de vie, comme ça, un Vietnamien qui lit la version vietnamienne doit avoir le même ressenti. Et là, c'est pour ça que j'ai essayé d'exprimer le plus que possible le style de l'auteur dans le texte de la traduction. Et donc, c'est à travers cela que, voilà, les lecteurs vietnamiens, même s'ils ne lisent pas le français, ils ne connaissent pas le français, ils n'ont pas de culture française, ils peuvent percevoir facilement les messages
de l'œuvre française dans le contexte vietnamien. Donc ça peut aider à répondre aussi à votre deuxième question. Voilà. Et pour la troisième question, c'est pareil parce que en pensant, je me mets à la place des lecteurs et surtout les enfants. Parce que Le Petit Prince, les phrases sont très simples. Il n'y a pas de phrases complexes dans Le Petit Prince. Et pourtant, il y a beaucoup de traductions en vietnamien des autres auteurs. Je crois qu'ils ont traduit l'idée. Mais le texte, comme ça, en vietnamien, c'est pas du vietnamien. C'est pas du vrai vietnamien. C'est écrire le français par les lettres vietnamiennes. On peut lire, on peut comprendre, mais c'est pas comme ça que les Vietnamiens disent ou lisent. Voilà. Et donc j'ai essayé de transformer ça en gardant l'idée centrale, mais en utilisant des expressions équivalentes du style français, mais que les Vietnamiens peuvent ressentir le rythme, la musicalité, la mélodie, le sentiment dans le texte. Et donc j'ai choisi la langue vietnamienne qui convient avec les lecteurs. Donc les lecteurs occupent la place centrale de ma traduction. Et donc comme ça, alors que dans certaines traditions, on voit le style du traducteur qui l'emporte sur le style original de l'auteur. Et ça risque de détruire l'œuvre originale. Voilà. Alors, merci Madame pour vos 3 questions auxquelles j'essaierai de répondre. Alors, comme mon collègue avec qui je suis tout à fait d'accord, pour bien traduire un livre, il faut bien saisir l'intention, l'esprit, l'intention de l'auteur, l'esprit, l'histoire, je dirais l'âme de l'œuvre. Voilà. Et encore une fois, pour pouvoir saisir cette âme-là, il faut avoir des connaissances très profondes sur la culture, sur la langue de départ, hein, c'est-à-dire la culture française, la langue française. Sinon, on risque de transcoder plutôt de traduire comme il faut. Donc, il faut une certaine compatibilité entre la perception de l'auteur et celle du traducteur. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, surtout pour des œuvres très complexes. Hein, je dirais par exemple de l'éducation sentimentale de Flaubert, c'est vraiment très très complexe. On m'a proposé de traduire ça, mais j'ai dit non, je ne pense pas en être capable. Et puis, c'est vrai que des fois, on est bloqué. Hein. On est bloqué parce qu'il y a beaucoup de différences entre la culture française et la culture vietnamienne. Encore une fois, on traduit pour les Vietnamiens, donc il faut que ces derniers comprennent en lisant le vietnamien. Donc, il est important de trouver l'équivalent culturel, l'équivalent linguistique, bien sûr. Pour l'équivalent linguistique, je pense que c'est pas trop difficile, quoique. Mais pour l'équivalent culturel, c'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas la même culture. Il y a des différences, vous le savez. Un exemple, juste un exemple, parce que c'est un exemple assez drôle.